Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission Security Book. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'ouvrage RAID 40 ans d'action. Alors 40 ans d'action, un livre anniversaire effectivement en 11 chapitres du domaine du Bel Air jusqu'aux photos de famille en passant par les équipements, les spécialités, les interventions, mais aussi le recrutement et les fameux dos argentés. Pour parler de cet ouvrage, j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir Guillaume Fard. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie. Alors Guillaume, je rappelle, vous êtes professeur affilié à l'école Affaires publiques de sciences politiques et puis vous êtes également consultant police-justice pour TF1. Et vous êtes auteur de cet ouvrage, de ce magnifique ouvrage. Comment vous est venue l'idée tout d'abord ? En fait, c'est un livre anniversaire. Hein. Le RAID a 40 ans, il est créé le 23 octobre 85, et donc on est 40 ans plus tard. Donc l'idée, c'était que, en fait, très simplement, fin 2023, le GIGN avait sorti un livre, en tout cas, les commandants du GIGN avaient sorti un livre anniversaire pour les 50 ans. Et à l'occasion de la sortie de ce livre, je discutais incidemment avec Ange Mancini, qui est le premier chef du RAID. Et je lui dis, toi, tu as prévu quoi pour les 40 ans du RAID? Parce que ça s'anticipe un peu, c'est dans un an et demi, mais fin 2023, quand on parle de 2025, c'est demain. On est bien d'accord. Et donc, en plaisantant, je me dis, t'as qu'à le faire, le livre. Alors, je dis, bon, très bien. Je dis, très bien, c'est un honneur et une charge à la fois. Je dis, bon, alors évidemment, je ne le fais pas tout seul, donc il a fallu trouver un éditeur. Bon, le rocher était tout indiqué. Et puis constituer une petite équipe, parce que, bon, moi, j'ai tenu la plume, mais je n'étais pas tout seul. Il y avait à mes côtés Jean-Louis Fiamenghi, qui est bien connu de l'Agora, qui a été chef du RAID pour les 20 ans. Et en fait, Jean-Louis avait fait le livre des 20 ans, donc on a tout de suite travaillé ensemble. Il y a une jeune fille qui est remerciée, qui s'appelle Victoria Pérez, qui a travaillé aussi avec nous. Que vous remerciez effectivement. Oui, parce qu'elle a beaucoup aidé à retrouver des documents, des archives. C'est un gros travail presque historiographique de se pencher dans 40 ans d'histoire. Et il n'y a pas qu'elle qui a travaillé avec nous. Le RAID a aussi travaillé avec nous en tant qu'unité. L'actuel chef du RAID, Guillaume Cardy, ses adjoints, Philippe Gosselin, Joël Théry. Enfin, il y a vraiment toute une aventure humaine derrière ce livre. Donc l'idée, c'était décembre 2023. On s'est dit, il faut être prêt pour octobre 2025. On est en octobre 2025. Et donc, entre-temps, il y a un an et demi de travail. Un an et demi, c'était justement la question suivante que j'avais vous poser. Vous m'avez devancé. Un an et demi de travail pour pouvoir recueillir les témoignages. Il y a également beaucoup de témoignages au sein de ce livre, les photos d'archives, et puis toute cette histoire autour de ce livre. Bon, vous avez expliqué cette collaboration, hein, c'est un travail comme c'est très bien le faire le RAID, en commun, ensemble. Est-ce que, au travers de ce livre, tout d'abord, vous avez découvert des anecdotes, parce que vous connaissez très bien le RAID, Guillaume, mais vous avez découvert des anecdotes peu connues? Oui, parce que en fait, ce qu'il faut peut-être expliquer aux gens qui vont nous regarder et qui nous regardent, c'est que beaucoup de choses ont été écrites sur le RAID. En 40 ans, évidemment, personne n'a attendu ce livre pour écrire sur le RAID. Beaucoup de gens avaient beaucoup de choses à dire, à commencer par des gens qui avaient servi au sein du RAID. Moi, je n'ai jamais appartenu à l'unité, mais il y a beaucoup de gens qui ont écrit beaucoup de choses. Et donc, le premier défi, c'est de se dire, mais on raconte quoi pour un livre anniversaire? Comment on construit ça? Et moi, très vite, je me dis, mais si on fait qu'une simple compilation de portraits de chefs du RAID, on passe à côté de l'objectif. Parce que l'objectif, c'est qu'un Français qui ne connaît pas le RAID, il prend ce livre, il se l'approprie et il se dit « Ah, mais en fait, il y a un RAID. En fait, il y a des gens, des femmes et des hommes qui servent la France et qui peuvent mener des opérations périlleuses au service du pays. » Donc, il faut un livre plus englobant et un livre presque d'anthologie. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas, il y a un peu de tout. C'est-à-dire, on vous explique comment ça a été créé, où est-ce que ça se trouve, les locaux, comment on y rentre. Effectivement sur certains Et donc, il fallait travailler comme ça. Et aussi, l'association des dos argentés nous a beaucoup aidé. C'est elle qui est bénéficiaire des droits. Et donc, forcément, les anecdotes sont venues, pour vous répondre, dans les échanges.
avec des opérateurs, d'abord. Il y a beaucoup d'opérateurs qui témoignent, alors, anonymement, évidemment. On ne les cite pas pour des raisons évidentes de confidentialité, de discrétion. Et puis, il y a les anecdotes des anciens de l'unité. Donc, oui, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur pourquoi la panthère, pourquoi servir sans faillir, sur l'histoire même de l'acronyme RAID, comment ça a été choisi, dans quelles conditions, par Vous qui. l'expliquez bien. Oui, donc tout ça, en fait, on essaye de prendre ce qu'est le RAID et de complètement le découper et de dire, ben voilà, vous voulez tout savoir sur le RAID, lisez ce livre et à la fin, vous saurez tout presque. C'est exactement ça. On a à la fois ce regard intime et très didactique avec effectivement, dès le départ, et j'allais y venir, 11 chapitres, et dès le départ, le premier chapitre dédié au domaine du Bel-Air. Vous expliquez ce domaine, le quartier général, bâtisse du XVIIe siècle. Allez, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous en parler? Bien sûr. En fait, une fois qu'on a dit qui a créé le RAID, on est obligé de dire où ça se trouve. Parce que le RAID, c'est une unité. Bon, aujourd'hui, il y a plus de 500 personnes, même 504 précisément, et 16 antennes. Mais si on se met 40 ans en arrière, d'abord, ils ne sont pas 500, ils sont 80, et ils ne sont pas dans 16 lieux, mais dans un lieu. Et ce lieu, c'est ce domaine de Bel-Air, qui est un peu un lieu reculé, pas reclus, parce qu'il est stratégiquement positionné. Il est à côté de l'aéroport de Villacoublay, notamment. Bon. Donc, ce n'est pas un lieu reclus, mais c'est un lieu qui est quand même un peu hors de la ville et aussi hors du temps. C'est un lieu intemporel. Ça ne change pas l'ambiance. Après, il y a quelques additions de construction, mais globalement, ça reste très stable. Ce qui change, c'est les gens qui y travaillent. Mais pas l'état d'esprit. Et donc ce lieu, forcément, il a aussi une histoire, donc on s'y est intéressé. Le ministère de l'Intérieur l'acquiert en 1982. Et puis au départ, Pierre Joxe, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, veut y installer deux CRS. Et finalement, il y installe une CRS, la 8, qui est toujours là, et puis le RAID. Et ce lieu, avant que le ministère ne l'acquiert, il a aussi une histoire. D'abord, c'est le lieu où Louis XIV a installé sa maîtresse, la marquise de la Vallière. Et puis, ayant installé cette maîtresse, ensuite, le domaine vit un peu sa vie. Il est racheté par différentes personnalités locales. Ça a toujours été considéré comme un lieu stratégique, puisque comme c'est au port de Paris, les Prussiens, quand ils envahissent la France en 1870, s'y installent. Puis, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands reviennent s'y installer. Et comme c'est un lieu où il y avait une chapelle, c'est aussi devenu, à un moment donné, un monastère. Donc, les missionnaires qui partaient à l'étranger, quand ils revenaient, ils avaient besoin de repos, ils allaient là. Donc, il y a toujours une chapelle. Alors, depuis, elle n'est plus consacrée. Il y a une salle de sport à l'intérieur. Mais oui, il y a toute une histoire sur ce lieu, avec son parc, son grand parc, les daims qui le peuplent. Et toutes les personnes qui sont allées à Bièvre, si elles y vont au petit matin, elles ont dû y croiser les fameux daims. C'est un monde de contrastes. Mais je crois que ça dit aussi quelque chose de cette unité, de se trouver dans un lieu d'histoire comme ça, parce que ça fige, non pas l'unité. L'unité n'est pas dans le formol, c'est un objet vivant, mais ça fige les valeurs et les traditions, et ça fige l'état d'esprit, je crois. En tout cas, tout le monde se souvient du moment, y compris moi, où on franchit les grilles pour la première fois. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Votre rêve dès 10 ans était effectivement... vous aviez vos yeux qui brillaient. À l'âge de 25 ans, vous entrez cette première fois, vous passez les grilles et vous avez le cœur qui palpite. Oui, disons que moi, forcément, le mois de 25 ans, j'ai le même âge que le RAID, j'ai 40 ans, le mois de 25 ans, qui rentre pour la première fois à Bièvre, au domaine de Bel-Air, c'est à l'époque, c'est Maurice Daude-Cloque qui est chef du RAID, et il me fait l'amitié de me recevoir. Donc, évidemment, j'y vais. Mais moi, je me sens tout petit. Je veux dire, dans ces moments-là, vous essayez de ne pas gêner, vous faites tout discret. Vous comprenez que vous rentrez dans un lieu qui n'est pas ordinaire, qui est chargé d'histoire, il y a des traditions. Ce lieu, il vous précède, il vous survivra. Donc, qui que vous soyez à votre échelle, vous n'y êtes que de passage. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, c'est un lieu qui est, en fait, ce qui fait le lien
aussi entre tous les opérateurs du RAID. Tous les opérateurs du RAID, à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour les tests de sélection, sont passés là. Et on va y venir sur la sélection, mais avant de parler de la sélection, on va tout de suite chapitre 3. Vous parlez des différentes spécialités du RAID, là aussi, un moment très intéressant. Est-ce qu'il y a une spécialité qui vous a le plus marqué lors de Ah, ces entretiens si je dis ça, forcément, ça va amoindrir les autres, mais peut-être parler des négociateurs après tout, parce que les négociateurs, c'est très particulier. Ils n'existaient pas à l'origine. Mm. Ils sont arrivés chemin faisant. Alors, vous allez me dire d'autres spécialités aussi. Les opérateurs Sigma, c'est évidemment très récent, puis ils emploient les techniques les plus modernes pour être les plus discrets possibles. Mais la négociation, en 1985, c'est les chefs qui négocient. Quand il y a la prise d'otage du tribunal de Nantes, ceux qui vont parler avec Georges Courtois, c'est Ange Mancini, chef du RAID, et Robert Broussard, qui n'est pas membre du RAID, mais qui l'a porté sur les fonds baptismaux. Enfin, le RAID a deux pères, Robert Broussard et Ange Mancini. Et en 1993, quand il y a la prise d'otage de la maternelle à Neuilly-sur-Seine, c'est Louis Bayon, chef du RAID, qui va négocier avec un homme qui est négociateur, qui est Michel Marie, qui est cité dans le livre. Oui. Et à partir de là, il y a une bascule. C'est-à-dire que le RAID comprend bien que le chef ne peut pas négocier. Le chef doit être le chef. Il doit gérer beaucoup de choses, aussi la relation en politique. Mais ça ne peut pas être lui qui négocie. Il faut professionnaliser la fonction de négociateur. Et donc, après Michel Marie, il y a des négociateurs connus. Il y a Christophe Coppen, notamment. Hein. Et puis, il y a des femmes. Alors, il y a une première femme qui se prénomme Nathalie, qui pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas en dire plus sur son patronyme. Puis il y en a une deuxième qui, elle, a été plus médiatisée, qui est Tatiana Briand, qui a également fait un livre, La Voix du RAID, et qui, en fait, ont aussi été des voix, mais des visages de l'unité. Le négociateur, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle clé, évidemment, dans la résolution de beaucoup de crises. D'ailleurs, c'est souvent la négociation qui permet de résoudre des crises de personnes retranchées ou de forcenés. Mais surtout, le RAID a fait un choix qui le distingue d'autres unités d'intervention à l'étranger. C'est que le négociateur est membre du RAID à part entière. C'est pas qu'une unité d'intervention, le RAID. C'est la négociation et l'intervention qui sont la même unité. Les SWAT aux États-Unis ont fait d'autres choix. Donc, c'est assez intéressant de voir comment cette fonction a évolué dans le temps. Donc, on va parler de cette spécialité-là. Très bien, merci beaucoup. Vous avez parlé juste avant justement de la sélection. Alors, il y a avant la sélection une présélection, une sélection, puis la formation. 34 épreuves sur une semaine. Ouais. C'est quand même assez conséquent. Quelles sont les étapes les plus redoutées selon vos témoignages ? En fait, c'est évidemment très sélectif. Le principe d'abord, c'est d'être volontaire. C'est les unités d'intervention, mais ça vaut pour le GIGN, ça vaut pour la BRI à Paris, ça vaut pour le RAID. Les unités d'élite. Toutes ces unités-là, on ne peut pas prendre le risque de personnes qui diraient non, mais là, c'est trop risqué, c'est trop dangereux, j'y vais pas. Non, parce que vous soyez le GIGN, le RAID, la BRI, après vous, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vous êtes dans votre couloir de nage, gendarmerie, préfecture de police de Paris, direction générale de la police nationale, le dernier recours. Donc, il faut des gens volontaires et des gens qui iront au bout de l'engagement, y compris la mise en danger de leur propre vie, si c'est nécessaire. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui vont bloquer face au danger, même si ça peut toujours arriver. Et donc, il faut les pousser un peu au bout d'eux-mêmes. Et donc, la privation de sommeil et la fatigue fait que les émotions vont vite ressortir. Il faut des gens stables émotionnellement. Et dans le cas particulier du RAID et des épreuves qui sont décrites ici, on commence par tester des phobies. La phobie de l'eau, la peur du vide. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont éliminatoires. Et ce qui est particulier, on le raconte dans le livre, c'est qu'ils dorment ensemble. Et chaque jour, il y a des gens éliminés. Sur un lit de camp, voilà. Dans un centre de tir. C'est ça. Et les éliminations, elles viennent des blessures physiques, aussi des abandons pour des raisons plus psychologiques. Et donc, tous les jours, quand vous vous levez, vous voyez les lits qui sont vides. Voilà. Parce qu'on ne retire pas les lits. Hein. Et donc, vous dites, mais
on était temps, on est temps. Peut-être que Mm. demain, c'est C'est mon ça. lit qui Donc sera vide. psychologiquement Ah également. oui, oui, ben, il faut Ouais. pousser les gens Mm. au bout Mm. pour faire ressortir les émotions et trouver en fait une communauté de valeurs et d'état d'esprit. C'est ça qui compte parce que à la fin, vous partez sur la crise ensemble. Mm. Donc il faut une confiance absolue et donc il faut un état d'esprit qui est le même et partagé par tous. Ouais. Merci Guillaume. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué les dos argentés. On ne peut pas parler du livre sans parler des dos argentés, effectivement. Est-ce que, allez, vous pouvez nous expliquer pourquoi les dos argentés? Parce que là aussi, c'est Oui. assez incroyable, Alors cette d'abord, histoire c'est que je ne l'association. connaissais pas, ces Les Doigts fameux gorilles. Argentés, c'est l'association des anciens du RAID. Donc les grands anciens, en 40 ans, il y a Mm. beaucoup d'anciens. Donc les grands anciens du RAID sont dans une association, les Doigts Argentés. Mm. Pourquoi Doigts Argentés? Parce que RAID est écrit en lettres d'argent dans votre dos quand vous Mm. êtes membre du RAID. Et puis les Doigts Argentés sont des gorilles. Mm. C'est une espèce particulière Oui. Mm. de vieux gorilles. Mm. Et donc c'est une façon pour eux, de parler d'eux-mêmes avec humilité, avec humour. Parce que ce sont des gens très humbles, mais ce sont aussi des gens très drôles. Mm. Et donc, il ne manque pas d'humour, il ne manque pas d'autodérision. Donc, les Doigts Argentés, c'est ça. C'est une association d'anciens, mais qui vient aussi en aide aux blessés, aux familles. Il y a dans l'association notamment Marie Caron, qui est la fille de Christian Caron, qui fait partie avec Fernand Setter des 2 premiers morts du RAID en intervention et qui a été évidemment beaucoup accompagné par cette association. Donc c'est une association de gens formidables, attachants, et qui restent profondément patriotes et humbles encore aujourd'hui. Et donc moi je suis très honoré que l'intégralité des droits d'auteur de ce livre leur soit reversée. Et il y a donc près d'un chapitre qui leur est consacré avec Ouais. certaines figures Mm. un peu pour certaines médiatiques, pour d'autres plus discrètes, mais marquantes de la vie de l'unité, à commencer par le président Jules Lukic, qui, du coup, a beaucoup contribué à ce livre et a aidé à trouver des photos, un peu d'archives, qui viennent des collections personnelles des Doigts Argentés. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de photos historiques aussi dans le livre. Mm. Mm. Merci beaucoup Guillaume. Alors, on ne peut pas passer tous les chapitres malheureusement, mais encore une fois, un ouvrage passionnant. Dans un des chapitres, vous évoquez ce mort en service. Oui. Alors, depuis sa création, je rappelle, il y a eu 3 morts en service, 2 en 1989 à Ris-Orangis et puis 1 en Corse en 1996. Comment avez-vous pu aborder ces sujets? Vous avez aussi rencontré les familles, je présume, Oui. les collègues, forcément des instants émouvants. Comment ça se passe? Les 2 premiers morts du RAID en 1989, c'est dans un contexte où l'unité avait déjà presque toujours réussi. Bon, peut-être une exception qui est l'affaire des Et c'était très égoutiers de récent. Marseille. Oui, c'est une unité récente, elle est créée en 85. Mm. En 1985, il y a cette prise d'otage du tribunal de Nantes avec Georges Courtois et ses 2 complices qui prennent en otage une cour d'assises. Le RAID réussit à obtenir sa reddition sans la moindre effusion de sang. Succès incroyable. En février 87, il y a l'arrestation des leaders du commando Action Directe. À cette époque, Action Directe sont des gens extrêmement violents. Ils ont tué de sang-froid l'ingénieur général René Audran en 1985, Georges Besse, le PDG de Renault en 1986. Et donc, ce sont des gens qui sont armés, qui sont très dangereux. Et quand le RAID va pour les interpeller en février 1987 à Vitry-aux-Loges, dans le Loiret, dans la ferme où ils se trouvent, il les interpelle tous les 4, sans la moindre effusion de sang aussi. Il les arrête. Donc en fait, le RAID avait connu des grands succès, des succès médiatiques. Et c'est sur une opération moins médiatisée, peut-être aussi moins spectaculaire, que l'impensable se produit. C'est en août 1989, à Ris-Orangis, vous l'avez dit, il y a un forcené, Gérard Marillier, qui est retranché chez lui. Il souffre de troubles psychiatriques graves. Il y a un policier qui d'ailleurs va frapper à sa porte, il va lui tirer dessus, il va très très grièvement le blesser à la mâchoire, et c'est là où le RAID est appelé. Et dans cette intervention se produisent toute une série de petites ou de micro-défaillances, mais qui, mises bout à bout, conduisent à la catastrophe.
la porte qui devait exploser n'explose pas. Il y a une panne de radio et Ange Mancini ne peut pas avertir Christian Caron, Fernand Setter et Thierry Azouzi qui, eux, devaient rentrer par la fenêtre. Et à ce moment-là, ils font face à Gérard Marillier qui tire. Et il va tuer Fernand Setter et Christian Caron, et blesser d'ailleurs Thierry Azouzi. Et à ce moment-là, le RAID, qui est une famille, c'est aussi une bande de copains, hein, c'est ces 80 premiers pionniers du RAID, prend brutalement conscience que oui, on peut mourir. Malheureusement, voilà. Intellectuellement, vous savez que vous pouvez mourir. Mm. Vous savez que vous êtes exposé au risque létal. Il y a des gens qui vous tirent dessus, vous vous ripostez. Mais là, vous le vivez dans votre chair. Et même les enfants, vous expliquez à un moment donné dans votre livre, une des filles qui se rend compte également que finalement, ce que faisait son papa. Bah oui, elle, Marie Caron, effectivement, on l'interviewe dans le cadre du livre, hein, quand elle rentre chez elle, elle voit énormément de voitures de police. Au début, elle dit qu'elle ne comprend pas. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde vient voir mon père? Bon. Et là, elle passe de l'adolescence à l'âge adulte en une fraction de seconde et elle comprend que son père, qui est aussi un héros, hein, c'était une grande figure du RAID, Christian Caron. Il s'occupait notamment des varapeurs, des cordistes. Il ne reviendra plus. C'est un choc. Puis il avait 3 enfants. Elle a une sœur et un frère. Et puis Fernand Setter, lui, sa femme attendait un enfant. Donc c'est extrêmement dur, extrêmement lourd pour l'unité. Et en 1996, effectivement, René Canto, lui, est tué en Corse dans une fusillade. Il était capitaine de police. Et donc, sont les 3, effectivement. Et la même année, 96, aurait pu être encore plus dur, parce que dans l'affaire du gang de Roubaix, lorsque cet assaut terrible, effroyable, a lieu le 29 mars 1996 à Roubaix, le RAID est pris sous le feu de terroristes, hein, on peut employer ce terme dans leur cas. Et il y a un opérateur du RAID qui se prénomme Alain, qui est très, très, très grièvement blessé et qui doit sa survie à un médecin qu'on surnomme le doc au sein de l'unité, un homme formidable qui pratique les gestes de premier secours et qui parviendra à lui sauver la vie. Mais sinon, le RAID perdait là un 4e opérateur. Donc, sur chaque intervention, vous risquez votre vie. Ouais. C'est ça. Ouais. Et il faut le rappeler, effectivement. Vous terminez, Guillaume, votre livre pour un rendez-vous dans 10 ans, les 50 ans de servir sans faillir. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport à ces 10 années à venir? Comment vous voyez les choses sur l'évolution? J'ai pas de boule de cristal. Évidemment que le RAID sera sans doute plus technologique encore qu'il n'est aujourd'hui, parce que le monde devient de plus en plus numérique et de plus en plus technologique. Mais l'histoire du RAID, c'est un morceau d'histoire de France. C'est l'histoire des crises. C'est des crises que les Français ont connues et celles dont le politique a demandé au RAID qu'il les gère. Finalement, le RAID est entré dans l'histoire de France par les crises qui ont été celles de l'histoire de France. Donc le RAID se tiendra toujours aux côtés des Français, d'une certaine façon. Donc la certitude qu'on peut avoir pour les 10 ans à venir, c'est que s'il y a des crises de haute intensité, le politique va tourner son regard vers les unités d'intervention et donc aussi vers le RAID. Donc le RAID, on le reverra sur des crises majeures. Et donc pour les 10 ans à venir, on sait qu'il aura à faire face à des crises. Parce qu'à chaque décennie, il y a eu des opérations qui ont été fortement médiatisées et qui ont attiré la lumière sur le RAID. Donc ça, on en est quasiment certain. Et après, ce qui ne changera pas, je crois, parce que ça n'a pas changé en 40 ans, c'est l'état d'esprit et c'est les rites de passage. C'est le fait que ceux qui sont là aujourd'hui ne seront plus là demain, mais ils auront donné le meilleur d'eux-mêmes pour que ceux qui seront là demain soient en mesure d'affronter les crises de demain. Et je crois que c'est ça qu'il faut surtout retenir de cette unité. Merci Guillaume. On ouvrira de nouveau les grilles dans 10 ans de ce beau domaine de Bel-Air et puis vous reviendrez sûrement avec dans plaisir, 10 ans s'il y a un livre de 50 ans. Un nouveau livre, Le RAID 40 ans d'action aux éditions Rocher. Franchement, achetez-le parce que c'est un moment fabuleux de découverte, de redécouverte pour certains, documenté, très bien fourni avec de magnifiques images d'archives. Merci beaucoup. Merci Virginie. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission Security Book et à très bientôt pour une nouvelle émission.